Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Bonjour et merci infiniment. Nous revenons encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire. Rencontre sur un nouveau numéro. Nous allons parler de la première mandature des maires. Les premières élections municipales ont lieu au Togo après plusieurs reports. En 2019, c'est la fin donc du mandat des actuels maires et des conseils municipaux qui sont en place. Et le 17 juillet prochain, de nouvelles consultations municipales sont prévues pour renouveler les conseils municipaux ainsi que les maires à la tête de nos communes, histoire d'ancrer de nouveau la question de la décentralisation et du développement à la base de nos populations. Et pour parler de ce bilan, s'il a lieu d'en parler donc, je reçois pour vous deux représentants de deux mairies qui sont tous des communes des lacs 1 et lac 3. À ma gauche, Jeff Latévi Ayekou, il est le chef de cabinet du maire de lac 1, maître Raïchi Akelebou. Merci, cher ami, d'être présent sur ce plateau. Merci Gérard de nous avoir invités. Je dis bonjour et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, vous avez accepté de discuter avec le maire, le deuxième vice-président, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. De la mairie de lac 3, à Godranfort, le docteur Jean-Emmanuel Nagnon. Merci, docteur, à cette invitation. Merci beaucoup, monsieur Gérard Husson. Merci pour l'invitation. Je salue également les spectatrices et téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est ensemble qu'on va faire le bilan de ces premières 6 années de la gestion de nos mairies. Depuis les dernières élections de 2019, plusieurs fois reportées, on se rappelle que la délégation spéciale avait duré 3 décennies, presque 30 ans, avant donc, ces consultations municipales. Question d'introduction à vous deux. Comment se portent vos mairies respectives? On va donner la parole au docteur Jean-Emmanuel Nagnon. Bon, c'est avec beaucoup de plaisir. Il faut dire quand même que, comme vous venez de le dire dès le début de vos propos, c'était quand même une expérience de longue haleine. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les mairies sont sur les rails. Et se portaient bien, pas aussi totalement, mais parce que c'était un processus, la décentralisation. Et donc cette première mandature s'inscrit justement dans ce processus. Donc à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut dire en même temps que les mairies se portaient bien? On n'aurait pas les meilleurs indicateurs pour pouvoir l'affirmer, mais on peut dire tout simplement que les choses sont sur les rails. C'est une première expérience quand même, n'est-ce pas? Oui, absolument, une première expérience. Donc vous avez tiré certainement des leçons, n'est-ce pas? Absolument, absolument, des expériences, des leçons. Déjà, s'il faut dire, c'est quand même l'expérience où, au niveau de la gouvernance locale, au niveau donc de la vie communale, au niveau de la gestion administrative, au niveau de la cohésion même au sein des conseils municipaux. Je crois quand même qu'il y a eu beaucoup d'expériences que nous avons eu à acquérir. Mais ce qu'il faut dire en même temps, c'est qu'il y a également beaucoup de défis, d'énormes défis qu'il faut également relever. Je suis sûr qu'au cours de l'émission, nous allons avoir l'occasion de pouvoir revenir de façon stratifiée sur autant les défis que sur les résultats probants qui ont été quand même atteints de part et d'autre. Jeff, comment se porte la commune de lac 1? Bon, je ne vais pas dire le contraire de mon grand frère docteur, parce que lui, il est à l'exécutif. Et du coup, je fais partie de ceux qui avaient réclamé les locales dans notre pays plus de 3 décennies. Il n'y a pas eu d'élection locale. Je dirais que ces maires qui ont pris fonction depuis 2019, je les appelle des boucs émissaires. Il faut commencer. Et comme l'a dit le docteur, c'est pour mettre les choses sur les rails. Tu as eu les cobayes, n'est-ce pas? Oui, si on peut le dire ainsi. Mais je félicite quand même le gouvernement parce que ça a duré, mais finalement on a eu les élections. Il faut toujours commencer quelque part. Et c'est en marchant qu'on peut voir les différences, les imperfections et pouvoir les corriger. Et comme il a su bien dit tout à l'heure, je crois que nous sommes sur les rails. Maintenant, nous allons voir
là où ça ne tient pas, qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et nous sommes sur la voie. Et c'est l'occasion de remercier par exemple la République fédérale d'Allemagne qui accompagne le Togo dans ce processus, parce que c'est un pays qui est très avancé en matière de décentralisation. Nous avons vu leur expérience, comment les villes sont autonomes, comment les communes sont autonomes, et la gestion qui est faite. Je crois que après 2 expériences ou 3 expériences, le Togo aussi va arriver à cette étape. Donc j'espère, pour ne pas dire que la commune se porte très bien, parce qu'une commune qui se porte très bien doit se porter financièrement très bien, doit se porter sur le plan social très bien. Donc tout n'est pas rose, mais disons qu'on essaie quand même de faire avec le peu de moyens que nous avons. Vous êtes à côté, très proche, n'est-ce pas, au cabinet du maire de Lac-1. Comment se passe son vécu quotidien? Comment ça se passe, n'est-ce pas, la vie de maire et en collaboration avec ses administrés? Oui, le maire, il est comme tout autre administrateur parce qu'il est élu par les pairs. Il est d'abord un conseiller municipal. Avant d'être porté à la tête. Donc, depuis qu'il est porté, quand le maire est élu par les pairs, ça veut dire qu'il est devenu le porte-parole de ce conseil et il est à l'exécutif. Et donc redevable, n'est-ce pas? Redevable. Et tout ce qui est discuté en conseil municipal, comme dispositions, les projets à mettre en place et tout, c'est le maire et son exécutif. Si vous avez 2 agents ou si vous avez un adjoint, c'est toute cette équipe-là qui porte le projet et revient en conseil municipal pour rendre compte. C'est pourquoi nous parlons de reddition de comptes et à la population et aux conseillers municipaux, parce que ces conseillers doivent rendre compte aussi à la base. Donc le vécu quotidien d'un maire, je dis cette expérience que j'ai eu à faire avec le maire Lac-1, maître Alexis Kofi Ateriburu, que je salue parce que c'est lui qui nous a autorisé à faire cette émission. Il faut dire que c'est un maire de terrain. C'est la plupart du temps quand vous voyez certains maires ou administrateurs, c'est rester au bureau, être branché dans les documents. Oui, on n'en est pas encore là, on en revient tout à l'heure. Docteur, un peu de pédagogie. Alors, finalement, que fait un maire pour ceux qui nous suivent? Et quel est le rôle des conseillers municipaux? Voilà, vous savez que la gouvernance locale implique le fait qu'il faut véritablement avoir une assemblée locale. Cette assemblée locale, c'est ce que nous désignons effectivement par le conseil municipal. Donc ces conseillers municipaux sont élus par les populations. Et maintenant, après leur élection, comme il vient de le dire, les conseillers se retrouvent pour pouvoir désigner, pour pouvoir élire, n'est-ce pas, l'exécutif ou les membres de l'exécutif. Donc par endroit, soit on l'appelle également le président, les vice-présidents, mais l'appellation plus pratique c'est le maire et puis les adjoints. Voilà. Premier adjoint, deuxième adjoint et ainsi de suite. Ça dépend de la taille de la commune. Voilà, de la commune. Et donc le maire c'est un peu l'administrateur en chef de la commune. Et c'est lui qui a cette responsabilité de diriger l'exécutif. Tout ce qui aura été c'est de lui dont on parle souvent, hein? Oui, le maire. Les conseils, bon. Non, les conseillers jouent également un rôle fondamental, puisque c'est eux d'ailleurs en réalité qui délibèrent. Voilà. C'est le conseil municipal qui délibère, qui confie des missions au maire, et le maire va exécuter ces missions pour venir maintenant rendre compte au conseil. Donc le conseil est l'organe délibératif qui est là, qui prend des décisions en réalité et qui donne des orientations stratégiques au maire. Donc en réalité, le maire qui est le chef de l'exécutif avec ses collaborateurs directs qui sont les adjoints sont donc appelés à exécuter, n'est-ce pas, les délibérations du conseil municipal. Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est la démocratie à la base. C'est la démocratie à la base où à la fois, comme mon frère Jeff vient de le dire, où à la fois le maire exécute et maintenant sur le principe de la reddition des comptes, il vient pour pouvoir rendre compte et à la fois au conseil municipal, mais aussi aux populations. C'est de la même manière que le conseil municipal joue un travail de contrôle de l'action du maire ou de l'exécutif. Donc après avoir délibéré et après avoir donné mandat au maire d'aller exécuter, le conseil peut interpeller, le conseil peut contrôler pour vérifier si le mandat confié au maire est assumé à bon escient. Voilà, donc ces rapports qui existent notamment entre le conseil municipal et l'exécutif
sont justement de l'ordre de la gouvernance locale, de la pratique même des fondamentaux de la démocratie. Donc c'est pour dire qu'au total, au niveau du conseil municipal, c'est également le débat démocratique qui s'installe et qui permet également de pouvoir faire fonctionner la mairie. Je ne voudrais pas certainement faire l'expérience de la délégation spéciale, hein. Mais est-ce qu'il y a un mieux-être par rapport à la gestion par des maires qui sont issus des élections locales à la base et par rapport à cette délégation nommée par le pouvoir central? C'est vrai que je n'ai pas vécu la délégation spéciale, mais de loin, on a vu ce qui se faisait, on observait. Il faut dire que la délégation, comme le mot le désigne bien, c'est une délégation de pouvoir. Et là, c'est par décret présidentiel que cette délégation est mise en place. Par contre, comme l'a dit le docteur, c'est une démocratie à la base. On consulte la population et c'est la population qui donne mandat aux conseillers municipaux. Et donc, cette gestion, vous avez la reddition de comptes. 1, aux conseillers municipaux qui délibèrent sur les décisions et 2, vous devez également rendre compte à la population. C'est pourquoi de temps en temps, on ne peut pas rassembler toute la population dans une salle, mais il y a l'échantillon de la population, que ce soit la société civile, les médias, les religieux et, et toute la chaîne de la population. On appelle ces responsables de groupes organisés pour rendre compte, et c'est à leur tour maintenant de rendre compte à la base. Donc pour ajouter un peu à ce que le docteur vient de dire tout à l'heure, c'est le maire est l'ordonnateur des dépenses, parce qu'on lui a confié l'exécution et il ordonne, en suivant les règles du conseil municipal. Il ne faut pas oublier aussi que les conseillers aussi jouent un rôle très fondamental, parce qu'il y a 3 commissions permanentes que la loi autorise à mettre en place. Donc vous avez la commission à la tête de chaque commission, vous avez les présidents de commission qui sont gérés par les conseillers, un conseiller ou une conseillère, vous avez les rapporteurs, et chaque commission doit rendre compte en conseil municipal où il y a des dossiers qui sont donnés à ces commissions et qui viennent rendre compte en conseil municipal. Ces élections municipales étaient des élections pluralistes, n'est-ce pas? Ce sont différents partis, différentes familles politiques qui sont allés aux élections. Et comment ça se passe la cohabitation? Je ne sais pas, parce qu'il y a des maires UNIR, il y a des maires ANC, il y a des maires FDR. Comment ça se passe la cohabitation, docteur? Au Lac 3, par exemple, il y a combien de forces politiques dans la commune Lac 3, il y avait dans le conseil, je crois, 4 forces en présence. 4 forces en présence qui ont pu avoir des sièges. Il faut dire que c'était là-bas aussi l'apprentissage. L'apprentissage du vivre ensemble, tel que nous l'avons souvent dit, l'apprentissage de la cohésion. Et comment arriver à se départir des chapelles politiques pour pouvoir oser maintenant travailler ensemble pour le bien des populations. Je crois que le défi était situé beaucoup plus à ce niveau. Il faut dire qu'au niveau de l'acte 3, nous avons beaucoup souffert. Il y a des écueils. Beaucoup de mal à nous asseoir, à parler, à comprendre, à harmoniser les points de vue et surtout à sortir des idéologies politiciennes et pour pouvoir se retrouver dans les priorités de développement. Et ça, par exemple, ça a beaucoup manqué au niveau de la commune. Ça veut dire que la question n'est pas de défendre les intérêts, n'est-ce pas? L'apprentissage a été trop long. C'est ça. Au niveau de l'acte 3, là je parle particulièrement de l'acte 3, la commune. L'apprentissage a été trop long, ce qui a fait qu'à des moments donnés, même au niveau du conseil, il y a eu même trop de déconvenus, trop de déchirements, etc. Mais il faut quand même dire que cela a agrandi beaucoup de personnes. Cela nous a permis quand même d'apprendre les uns des autres. Et puisque justement cette première étape, cette première mandature donc de cette expérience-là, en réalité, c'est l'apprentissage. Donc, le vivre ensemble était de mise. Il fallait absolument faire le sursaut d'orgueil pour pouvoir accepter l'autre, pour pouvoir essayer de vivre ensemble, essayer de décider ensemble, et surtout également essayer de négocier. Parce que ça aussi, c'est très important. Je crois que cette expérience communale a permis à beaucoup d'apprendre également à négocier, à discuter, à dialoguer, à faire des compromis, etc. Et à plusieurs niveaux, surtout, à comprendre que la politique véritablement la politique de développement doit être une politique qui soit inclusive.
qui puisse permettre que les uns et les autres, quels que soient les partis, c'est que on a compris qu'on a besoin du plus petit que soi. Parce que la voix de chacun compte en réalité. Vous voyez, pas un maire dont le compte administratif doit être validé. Même si c'est une voix contre cela, cela est significatif. Donc, si le maire, son compte, malgré le fait que nous sommes dans une pluralité, que son compte administratif a été voté à l'unanimité, là, ça montre également qu'il y a un travail synergique qui a été fait. Donc, c'était quand même une opportunité d'apprendre les uns des autres, mais aussi d'expérimenter surtout les valeurs démocratiques qui sont fondamentalement le dialogue, la tolérance, l'acceptation de l'autre, mais aussi et surtout le vivre ensemble. C'est ça. Jeff, c'est la même réalité au Lac 1 aussi? Oui, au Lac 1, les formations peuvent se retrouver dans il y a 4 formations. Il faut le dire, 4 formations. Presque la même chose à Boudrafort, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Il faut dire que l'apprentissage a été très court. Au début, c'est vrai que les gens ou les conseillers étaient arrivés avec leur position de parti politique, mais le premier conseil déjà a rassuré ces conseillers, puisque le maire a dit accrochons nos tenues politiques à l'entrée de la salle de délibération, parce que nous parlons développement de la commune Lac 1. Et je crois que les tout premiers conseils, ça a été compliqué, tiré de gauche à droite, mais à un moment donné, la mayonnaise a pris. La mayonnaise a pris parce que les conseillers ont compris. Et j'avoue qu'un conseiller même a fait la confidence en plein conseil municipal, un conseiller de l'opposition, qui dit c'est vrai qu'au départ on était vraiment de sang chaud, mais on a compris qu'il y a des choses que le maire Alexis Akeriburu a débloquées, que lui personnellement se dit si c'est lui qui était le maire, il ne pourrait pas le faire. Donc c'est ce qui veut dire qu'à un moment donné on est quand même conscient de la situation, reconnaître quand même que l'autre peut faire plus que moi, mais avec le peu que je peux apporter aussi à ce qu'il fait déjà, on peut pousser notre commune très loin. Donc, ce qui veut dire que du début jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de ces problèmes. Pour la petite histoire, Gérard, pour t'en parler, entre-temps, on avait eu un souci avec le pont de Zébé. Les gens ont crié que le pont a cédé, c'est juste c'était un affaissement. Et puis, les réseaux sociaux ont relayé cette information. Vous imaginez, nous étions sur le terrain, le préfet avait fait le déplacement, le maire avait fait le déplacement, un conseiller municipal de l'opposition qui était là, on dit bon, il y a eu un problème dans l'autre commune, au niveau de la commune Lac 2, le ministre de la Sécurité était là, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté aussi, parce qu'il y a eu une inondation dans Lac 2, comme ça se passe chaque année. Le conseiller de l'opposition qui rentre dans le véhicule du maire, tout de suite, il fallait voir sur les réseaux sociaux, et de son propre parti politique, et j'avais écouté des audios, on a dit, ah, quand tu montes dans ce véhicule, tu es acheté. Et ça tournait dans tous les sens. Mais il a fallu à un moment donné que ce conseiller dise quand même que oublions un peu notre bord politique parce que nous parlons développement. Et ce conseiller, dans cette manière de voir les choses même, avait voyagé au nord du conseil municipal qui allait parler au nord de cette commune. Voilà un peu comment est-ce que la démocratie a été. Donc, bref, pour te dire que l'apprentissage n'a pas été long dans la 1 et c'est ce qui a permis au maire même, à l'exécutif même de faire ce que l'exécutif a fait. On peut évaluer aujourd'hui en termes de résultats. C'est ça. Rencontre échange, nouveau numéro, nous parlons du premier bilan, ou du bilan de la première mandature des maires, des élus locaux. Ça a été en 2019 et à la veille des prochaines consultations municipales, prévues le 17 juillet, pour essayer tout va bien. Et donc, réunis sur mon plateau 2 communes, des Lacs, tous. Malheureusement, on n'a pas trouvé de commune de Lomé. Il y a Lac 1 et Lac 3 pour parler de cette analyse bilan avant donc de nouvelles échéances. Et alors, au-delà de tout ce que vous avez décrit là, ces différentes options dans les conseils municipaux, il y a des écueils tout de même, il y a des problèmes, les problèmes de compétences territoriales, il y a la cohabitation avec les autres élus bien sûr, il y a les rapports avec les préfets, les gouverneurs et parfois même avec le pouvoir central. Effectivement. Mais effectivement, vous savez que d'abord même le réel problème, c'est, vous savez que quand on a commencé le processus de décentralisation... Tout à l'heure, vous parlez du péage de... on va en parler, mais on ne va pas aussi spectaculariser ce dossier. On ne va pas faire ça. Mais ce que je veux dire... des écoles classiques, voilà, classiques et traditionnels, beaucoup plus administratifs aussi. Voilà. C'est que ce que moi j'ai remarqué personnellement, pour ma propre lecture, c'est que la décentralisation est arrivée et puis les secrétaires généraux
qui ont été envoyés dans les communes pour pouvoir être des personnes techniques, des ressources techniques, n'est-ce pas, dans les communes. Malheureusement, pour la majorité, n'avaient pas les formations adéquates. Vous savez, en réalité, pour être secrétaire général d'une commune, d'une collectivité, il y a une formation spécifique pour ça. C'est déjà soit vous êtes formé à l'ENA, vous êtes formé à l'ENA, ou alors vous avez reçu cette formation. Et dans d'autres pays, par exemple en France aussi, les gens qui travaillent pour les collectivités sont formés pour. Malheureusement, pour la petite expérience que nous on a eu en affaire pour cette mandature, c'est que les secrétaires généraux, malheureusement, n'ont pas été formés. Ils n'ont pas cette formation, ce qui a fait que la majorité également, ils sont beaucoup plus, entre guillemets, des militants. Moi, j'ai souvent eu à relever ça plusieurs fois. C'est ça. Plusieurs militants du parti au pouvoir. Ce qui a fait que dans beaucoup de communes, c'est des gens qui sont là et qui, au lieu d'être des techniciens, sont plutôt des politiques. Ça a créé beaucoup de problèmes dans la gestion de la commune. Parce que c'est des gens, au lieu de considérer les intérêts supérieurs, par exemple, de la commune, sont là pour pouvoir régler les problèmes politiques, pour pouvoir faire des choix à minima, pour éviter qu'il y ait ici, pour pouvoir peut-être tirer toujours le drap vers soi, etc. Ou alors pour pouvoir tout simplement défendre les couleurs de leur parti. Je crois que cela a été un écueil considérable pour la fluidité dans le fonctionnement même de nos communes. Et moi, j'ai eu des occasions, j'ai rencontré quand même des autorités compétentes à qui j'ai quand même fait part de ça, pour leur faire savoir que, écoutez, pour la prochaine fois, et pour cette occasion, faisons tout pour soit que nous ayons des secrétaires généraux qui sont formés, qui peut-être sont formés à l'ENA, qui savent très bien comment se gère une commune, qui peuvent être utiles au maire. Parce que ce n'est pas quand il est très politique qu'il va être utile au maire. C'est ça qui a fait que, par exemple, dans notre commune, nous avons eu beaucoup de difficultés, c'était des difficultés politiques, alors que sur des questions techniques et objectives, eh bien, on aurait pu avancer sur un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est un problème administratif. L'autre chose, c'est par exemple les rapports qui doivent exister entre les maires et les adjoints. Vous savez, la loi sur la décentralisation n'a pas été claire sur comment est-ce que les maires et les adjoints doivent travailler. Les différentes compétences. C'est les compétences. Et les rapports. Puisque, par exemple, je ne sais pas si peut-être il fallait doter les mairies de manuels de procédure. Pourquoi pas? Pour savoir, parce que ça même, j'ai fait la recommandation là, un jour au ministre de l'administration territoriale, pour que un adjoint puisse également savoir quels sont ses rôles, ses attributions réelles. Vous savez, il y a eu des mairies dans lesquelles les adjoints n'ont eu aucun rôle jusqu'à la fin du mandat. Il n'existe que de nom. C'est ça. Où le maire est un maire polyvalent, omnipotent, multipotent, polyvalent, et c'est lui seul qui fait tout. Ou alors, quelquefois, le maire, il a délégué la signature, l'adjoint, il est là seulement, ici seulement les actes de naissance et de décès, ici les mariages, les légalisations, et puis c'est fini. Donc, je crois que nous devons aller au-delà de cette réalité pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir renforcer le système de gouvernance locale, essayer de revoir les rapports qui doivent exister entre les maires et les adjoints, de revoir véritablement le rôle des secrétaires généraux. Je crois que la dernière fois, le ministre a tenté encore de corriger un certain nombre de choses en envoyant dans plusieurs communes des gens formés, qui sont, qu'on appelle, eux-mêmes ils les appellent, les administrateurs de collectivités territoriales. Ces administrateurs de collectivités sont beaucoup plus formés, beaucoup plus équipés pour pouvoir répondre au mieux, n'est-ce pas, des besoins conséquents liés donc aux exigences administratives dans les communes. Peut-être ce que je voudrais également relever, très rapidement, c'est au niveau de la formation des conseillers. Vous savez, il y a des conseillers qui se sont retrouvés dans les mairies, dans les conseils, ils n'ont jamais compris véritablement le rôle d'un conseiller. C'est vrai qu'on a fait des formations successives, mais en réalité, jusqu'à la fin du mandat, il y a des gens qui ne sont jamais arrivés à devenir des conseillers véritablement équipés. Comme le nom l'indique, n'est-ce pas? Comme le nom l'indique. Donc c'est des gens qui arrivent dans les conseils, il y a des gens qui viennent, qui ne parlent même pas jusqu'à la fin, il y a des gens qui ne comprennent même rien, il y a des gens même qui viennent, les documents qui sont soumis pour au moins lire, analyser, poser des questions, proposer des choses. C'est difficile à des endroits. Donc je crois que des efforts doivent être faits. Il y a du travail. Il y a du travail. C'est pour cela que je suis d'accord que nous soyons justement dans un processus. Et je pense que pour cette mandature, que des gens n'aillent pas
n'est-ce pas, tout simplement parce que je veux être dans un conseil, mais qu'on puisse comprendre également quelle sera l'utile contribution qu'on sera faire pour l'avancement justement de la commune. L'autre chose, au niveau des maires, je vais terminer là-bas, c'est que malheureusement, il y a des maires qui n'ont pas compris que le travail du maire, d'abord, c'est la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources, ce n'est pas forcément les taxes. Ce n'est pas forcément les taxes qu'il faut seulement aller assommer les populations chaque fois. Non, les populations doivent également, les contribuables sont là pour pouvoir contribuer justement, mais le maire doit pouvoir mobiliser des ressources. Moi, je ne cache pas, je dis souvent à Maître Akelebo qui fait un travail excellent, surtout pour cette mandature, il a quand même fait beaucoup de mobilisation, diversifier le pipeline des partenaires, et ça c'est très important. Je crois que le maire doit pouvoir comprendre cette réalité, d'être au-dessus, de pouvoir aller mobiliser, multiplier, diversifier les partenariats pour pouvoir faire développer sa commune. Sinon, si tel n'est pas le cas, si c'est seulement rester au bureau, attendre qu'on ait les taxes pour pouvoir faire développer la commune, ça ne sera pas évident. Donc je crois que ce sont des défis majeurs qui ont également ponctué justement nous, à notre niveau, ou peut-être ailleurs aussi, l'avènement de la décentralisation et surtout l'expérience qu'on vient de faire. Jeff, nous parlons des écueils. Oui, vous savez, les réalités sont presque les mêmes choses, mais au-delà de ça, il faut dire que, comme nous le disions au départ, on a mis la décentralisation sur les rails. C'est au maire aussi de mettre la dynamique de pouvoir faire la formation à l'interne. C'est-à-dire que c'est comme un technicien sur le champ de bataille qui devient journaliste parce que le journaliste est tombé malade. L'histoire du Togo est là. Les gens sont techniciens à la radio nationale et fortuitement se retrouvent journalistes, reporters. Donc, du coup, vous n'avez pas la compétence qu'il faut, mais à l'interne, chercher les moyens pour pouvoir former les gens. Donc, je crois que à notre niveau, au niveau de la commune Laquin, les premières années, le maire, il a beaucoup investi en termes de formation. Le personnel allait suivre beaucoup de formations. Il a payé même des formations pour un certain nombre de personnels, que ce soit des cours en ligne. On nous a fait déplacer pour aller faire des formations à l'extérieur, parce que si vous êtes toujours chez vous, c'est comme si vous êtes entre les quatre murs, vous ne voyez pas les choses autrement. Et ce qui a fait même que le maire a pu négocier même des formations à l'extérieur, où certains cadres sont partis se faire former en France et d'autres pays également. Ce qui a vraiment aidé cette gouvernance à pouvoir voir les choses sous différents angles. Au-delà de ça, je crois que... le secrétaire général dont il parlait là, vous avez le même cas aussi? Oui, à notre niveau, ce n'est pas presque la même chose. Et c'était un peu compliqué au départ. Compliqué au départ en ce sens que les gens n'ont même pas compris que le maire, dans le test ou bien dans les tests de la décentralisation, les tests sont clairs, le maire organise son cabinet. Et le chef de cabinet ou le directeur de cabinet du maire et le secrétaire général n'ont pas les mêmes fonctions. C'est deux lignes parallèles. Puisque le secrétaire général est le directeur de l'administration et il aide le maire dans sa fonction. Alors que le chef de cabinet ou le directeur de cabinet a un rôle politique et qui gère les affaires, que ce soit les affaires du maire au niveau du cabinet, tout ce qui est confidentiel et tout sur les affaires politiques et autres, et des délégations où le maire dit tel dossier je confie à mon chef de cabinet ou à mon directeur de cabinet. Les gens ne comprenaient pas au départ, alors que ce n'était pas la même chose. Mais ça a pris parce que même au début, même les conseillers ne comprenaient pas pourquoi. Mais avant, quand on allait, les gens ont compris que il le faut, parce qu'il faut quand même avoir une personne, des ressources humaines pour pouvoir accompagner le maire dans ce qu'il fait. Mais fondamentalement, en dehors de ce que le maire adjoint vient de dire tout à l'heure sur le plan ressources humaines, moi je dirais également que le gouvernement doit faire l'effort d'accompagner les communes financièrement. Parce que ça a été un problème fondamental. Plus de 30 ans sans élection, quand vous demandez aux concitoyens aujourd'hui de payer les taxes, les gens ne comprenaient pas pourquoi on paye les taxes, sans savoir que la mairie doit fonctionner à partir des ressources propres. La mairie ne peut pas prendre une ressource externe ou bien un fonds d'investissement pour faire le fonctionnement. Alors que les recettes que nous faisons dans les communes, c'est ça qui fait fonctionner la mairie. Payer l'électricité, payer l'éclairage public, payer le personnel, payer le carburant, ramasser les ordures, tout ça là, c'est sur fonds propres. Donc, du coup, il faut que les concitoyens comprennent que c'est à partir des taxes qu'on peut faire développer les communes. Mais le maire est mobilisateur de moyens aussi. Il faut avoir un carnet d'adresse. N'est pas maire qui veut. Il faut que les partis politiques comprennent. Quand on parle de développement, je crois que le président de la République, dans son bureau, ne peut pas tout faire.
Et nous arrivons à la phase de la décentralisation. Et quand vous avez cette responsabilité, vous devez serrer la ceinture, aller chercher le bonheur de votre commune. Aller dire, puisque je dis souvent que le développement n'a pas de couleur, n'a pas de couleur politique, donc vous devez mobiliser les moyens de gauche à droite pour pouvoir amener à bon port votre population. Donc il est important que le transfert financier doit se faire au niveau des communes. Parce que difficilement, quand vous arrivez dans certaines communes, les gens arrivent à payer le salaire. Si on a créé les communes, c'est vrai, les 117 communes, mais n'ont pas les mêmes potentialités. Moi, j'ai été dans un pays, quand vous prenez le Il y a Mali, des communes qui ont plus de moyens que d'autres. Oui, mais la commune Lac 3 est plus riche que la commune Lac 1. En termes de ressources, quand vous prenez le territoire 1, la commune Lac 3 est plus grande que la commune Lac 1, plus vaste. Mais là, quand vous prenez les infrastructures, tout ce qu'il y a sur le territoire de la commune Lac 3, de Gunkopé jusqu'à Kogan, quand vous prenez, vous traversez la ville tous les jours, la ville d'Agodrafort. Vous voyez un peu les boutiques, les stations-service, tout ça là, c'est des ressources que la commune devait mobiliser. Nous, si on a le minimum de ce moyen, je crois qu'on serait très loin. Donc, j'en dis positivement, Lac 3, mais je crois qu'ils ont vraiment de potentialité. Mais il faut que l'État arrive à faire des transferts financiers vers les communes, parce qu'aujourd'hui, les fonds FACT et tout ce qui est donné dans les communes, avec la gestion de ANADEB et tout ça, c'est comme si les maires sont encore dépouillés de leur pouvoir. Donc il faut accompagner, parce que toutes les communes n'ont pas les mêmes potentialités. Quand je parle de Lac 3, qui est plus riche que Lac 1, il faut dire aussi, il faut être honnête de dire aussi que peut-être Lac 1 est plus riche que Lac 2. Donc du coup, ça ne sert à rien. Voilà, parce que Lac 2 c'est Aklakou. Quand vous prenez la ville d'Aklakou ou la commune d'Aklakou, Lac 2 aujourd'hui, on a quelles ressources? On a combien de marchés? C'est vrai qu'il y a plus de 2 ans et demi, le grand marché de la ville d'Anéro est en construction, où les taxes sont suspendues, ce qui a été un coup dur pour le budget de la commune Lac 1. Donc tout ça là, c'est des problèmes que nous avons. Donc il faut que l'État soutienne quand même, que ce soit sur le transfert des ressources humaines, que le transfert de moyens financiers, tout ça là, je crois que ça va vraiment donner un coup de pouce aux communes pour la prochaine mandature. Lac 3, oui. Oui, nous sommes une commune plus riche que la commune. Vous le confirmez, n'est-ce pas? Que la commune Lac 1, oui, ben, parce que notre commune qui quitte depuis Pougan jusqu'au niveau du péage. Non, c'est Gunkopé, c'est Gunkopé. Le péage. Non, ça n'inclut pas le péage. Qui inclut le péage. Ça n'inclut pas le péage. C'est une grande commune en fait. Oui. C'est vraiment sur le plan étendue et superficie. Oui. C'est une grande commune, comme je viens de décrire, l'étendue jusqu'au niveau du péage qui prend. Vous assistez. Non, c'est dans le tournant de Gunkopé. Historiquement et sociologiquement. Qui prend en compte le péage. Il faut dire quand même que c'est ça aussi. Parce que les ressources sont là, mais quelquefois quand on n'a pas mis en place les moyens techniques, les moyens compétences en matière de compétences pour pouvoir mise à contribution, n'est-ce pas, ces ressources-là, vous pouvez être apparemment riche, mais vous n'avez pas pouvoir mobiliser conséquemment. Donc je crois que c'est un peu la tragédie, si je peux le dire ainsi, de la commune Lac 3. Et je crois que c'est pour cela que nous commençons déjà même pas anticiper pour pouvoir essayer de mettre en place des leviers techniques qui puissent justement permettre de viabiliser, n'est-ce pas, les ressources que nous avons au niveau de cette commune. Je crois que l'État fait beaucoup de choses, ça c'est vrai, depuis qu'on a enclenché ce processus, mais l'État doit encore faire plus. L'État doit faire plus, que ce soit en matière de ressources humaines, comme il vient de le dire également, surtout en matière de moyens financiers. Et ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas d'accompagnement? Non, les fonds FACT sont là, mais les fonds FACT, par exemple, ce qui revient aux communes, ce n'est pas aussi considérable pour pouvoir aider vraiment, tenir face aux besoins sans cesse croissants des populations, surtout les besoins qui sont là en matière d'infrastructures sanitaires, infrastructures... Ça veut dire qu'il y a un désengagement de la terre? Non, on ne peut pas parler de désengagement, mais peut-être que l'État aussi s'est mis également sur les rails progressivement. Puis c'est la question du développement à la base. Hein? Oui. C'est vous les élus locaux. Et c'est pour cela que nous continuons de le dire. L'État même est conscient de cette réalité, à mon sens, et que structurellement et progressivement, ils sont en train de faire le travail progressivement. Je crois que peut-être pour cette mandature, ils prendront également la taille
des difficultés, ils tiendront compte de ça pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on pourra véritablement accompagner ces communes. Je crois que la difficulté fondamentale, puisque le docteur m'a provoqué, il parle de la limite de la commune LAC 3 et LAC 1, ce n'est pas la responsabilité des maires de définir leurs limites. Oui. Et ça, le ministre de l'administration territoriale, avec le ministère de l'urbanisme et tout ça, là, doit faire le travail. Il y a un découpage administratif. Oui, il y a un découpage, c'est vrai. On dit LAC 1 est composé de 3 communes, mais la limite pose problème aujourd'hui. Puisque quand vous prenez la ville d'Aného ou la commune d'Aného, sociologiquement, historiquement, ça commence dans le tournoi de Bunkopé jusqu'à peut-être quand je prends Agopame, ou bien vous allez vers Anfouin, c'est Folividjo. Mais aujourd'hui, l'AC 3 qui se réclame le territoire de Vaudoubé comme son quartier, là ça pose un problème. Ce n'est pas au maire de régler ces problèmes. Et je crois qu'ils sont assez quand même matures pour comprendre, et ce que nous entendons ailleurs n'est pas encore arrivé dans notre commune, puisque les deux maires ils sont dans un organe transfrontalier et ils comprennent mieux la chose. Mais au-delà de ça, c'est les conseillers, c'est les populations qui se réclament un certain nombre de choses, ou parfois vous voyez des gens même qui quittent l'AC 3 pour venir poser des panneaux pour dire que notre territoire est arrivé là. Il y a eu de ces problèmes. Donc je crois que le ministère doit à un moment donné, pour la deuxième mandature, situer les responsabilités. Votre limite, définir clairement les limites. Oui, je dis le problème est mineur au niveau des lacs. Mais quand vous allez ailleurs, c'est plus compliqué. C'est là où je voudrais humblement interpeller le gouvernement et les ministères concernés de pouvoir définir clairement les limites pour que chaque maire sache où son territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que en réalité, le problème ne va pas se résoudre ici. Non, bien sûr. En fait, nous sommes en train de faire une interpellation de l'autorité pour que l'autorité sache qu'il y a ce problème et que pour nous, ce que nous venons de dire, c'est peut-être symptomatique de ce qu'il y a de façon générale pour qu'on puisse savoir que les questions territoriales, de limites territoriales existent par rapport à ça comme également un défi et que même si l'acte 3 dit aujourd'hui que nous allons jusqu'au niveau du péage, que cela n'est pas... non, l'acte 3 ne peut pas se permettre de le dire. Je ne peux pas le dire, les gens n'ont pas raison quand même de dire c'est le ministre là parce qu'il y a un avantage qu'il faut tirer. Non, il appartient au ministre. Il appartient au ministre de pouvoir délimiter. Alors on va aller au niveau de la discussion, puisqu'il est question d'une émission analyse bilan. Je vais vous demander tout simplement, si on vous demandait à l'AC 1, vous êtes au cabinet du maire, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette action, de ce rapport avec la population, de ce contact permanent à l'écoute des administrés Oui, je dirais que cette question devait être répondue par peut-être les citoyens, parce qu'on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Cependant, nous allons essayer quand même de présenter le tableau. Si le tableau n'est pas rose à 100%, il faut dire que la commune était à quel niveau et la commune se trouve où aujourd'hui. En termes d'éducation, nous ne pouvons plus parler de salles de classe en paillotte ou en paillasson, etc. Puisque dans la commune LAC 1, je pense et je crois, à l'heure où je vous parle tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, mais avant que le maire ne prenne fonction le 16 octobre 2019, comme nous l'avons dit au début, même au centre-ville, à Yessoubito de la commune LAC 1 même, c'est les élèves de classe de CE1, de jardin d'enfants qui étaient sous les manguiers, qui étaient sous les paillassons pour étudier. À l'intérieur d'une ville, le chef-lieu de la commune au 21e siècle, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, quand vous allez, ce n'est plus ça. Ces réalités sont derrière nous. Donc c'est vrai que tout était, je dirais, priorité, mais il faut prioriser les priorités. Et je crois que avant que le maire ne vienne, sa politique de campagne était axée sur la santé, l'éducation et l'assainissement. Et je crois que sur ces axes, il a beaucoup travaillé avec toute son équipe. Le conseil municipal a beaucoup travaillé en termes d'éducation. En termes de santé, il faut dire que les UPS, les unités périphériques de soins que nous avons à l'époque, qui étaient à ciel ouvert, étaient clôturées aujourd'hui. Le plateau technique a changé. Quand vous prenez Zoula, vous prenez Habitat, et vous prenez Fiokondi, ces centres aujourd'hui, ces populations s'en réjouissent de ce qui a été fait. Au-delà de ça, quand nous parlons en termes d'eau potable,
il y a quand même l'extension du réseau de la TDE. Il y a eu d'abord un diagnostic qui a été fait sur les installations qui existaient depuis le lendemain de l'indépendance de notre pays. Il faut changer ces tuyaux et tout ce travail a été fait avec l'extension. Vous parlez du réseau électrique aujourd'hui. Moi, je dirais que avant d'arriver même dans ce studio, c'est quelqu'un qui nous appelait et dit: ah, on a vu, on est en train de faire le picotage parce que l'extension du réseau électrique arrive chez nous. Puisque vous savez, le développement doit passer par la lumière ou bien l'éclairage. Et aujourd'hui, je crois que cela contribue beaucoup à l'évolution des études au niveau des enfants que nous avons en termes de résultats, parce que vous pouvez en témoigner aussi. Donc, en matière d'infrastructure, quand vous prenez le stade municipal d'Aného aujourd'hui, on ne peut plus en parler. Ça, c'est l'œuvre personnelle de monsieur le maire qui l'a fait personnellement. Vous nous trouverez ces résultats dans les annales ou bien dans les carnets de la mairie pour dire que la mairie a dépensé de l'argent pour réhabiliter le terrain. Ça, il a fait lui-même avec ses partenaires, avec ses amis qui l'ont accompagné à faire cela, et il en a fait beaucoup pour cette commune. Les espaces verts qui ont été créés, qui fait la fierté de la ville d'Aného, les feux tricolores, les dodanes, parce qu'entre-temps, il y a trop d'accidents dans la ville. À l'heure où je vous parle, hier, il y a eu remise de site de tous les dodanes qui n'ont pas été faits sur la nationale numéro 2 à Aného. Les travaux ont démarré aujourd'hui même. Donc, c'est pour vous dire que le maire, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Et les samedis, il sort en voiture banalisée, pour le dire ainsi, parce que parfois lui-même il prend le volant, il prend une petite voiture, il sort, il va vers les populations, les gens qui font le nettoyage public et autres là, il va les rencontrer, il échange avec eux, il fait le travail avec eux, il écoute cette population. Donc c'est pour vous dire que le résultat n'est pas à 100% positif, mais il y a un effort qui est fait. Et comme nous sommes sur les rails, je crois qu'il faut, c'est des acquis, maintenant il faut voir ce qui reste à faire. Ce que nous avons toujours oublié à Aného, Aného, c'est une ville touristique. Ça a été ignoré pendant des années. Et il a commandité un diagnostic touristique qui a été fait. Il y a un document avec les vieilles bâtisses, avec tous les aspects touristiques que nous avons à Aného aujourd'hui. Le tourisme fait partie du plan de développement communal de cette commune, avec les espaces verts et la santé environnementale. Il faut dire que la commune essaye quand même de mettre les bouchées doubles pour que Aného, l'ancienne capitale du Togo, la ville tricentenaire, renaisse de ses cendres. Nous ne sommes pas encore en campagne, Kiev, n'est-ce pas? C'est ça le miracle à Kéréboulou? J'ai entendu cette énergie. À que miracle à Kéréboulou, qu'est-ce que c'est ça? Bon, vous avez décrit comme ça? Non, miracle à Kéréboulou, je ne fais que résumer une partie de ça. Maintenant, aller vers la population, moi j'invite Delta Santé à aller faire un micro-trottoir dans les communes, parce que c'est ça qui va essayer de nous permettre de nous juger aussi. Il faut écouter ce que les gens disent et non pas venir présenter un bilan positif aux auditeurs. Mais quand vous écoutez les gens, vous-même, quand vous écoutez les gens, quand vous sortez, tout le monde parle à Aného. Il y a les restaurants, il y a les hôtels aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas. Mais on reçoit quand même aujourd'hui des séminaires de haut niveau, des visiteurs, avec ce festival international d'histoire d'Aného qui est organisé à Aného, où déjà le mois de janvier, des gens appellent de l'extérieur pour avoir les dates. Parce que vous savez, nos frères qui sont à l'étranger, ils veulent toujours avoir cela dans leur agenda. Et la ville, une ville culturelle et cultuelle, je crois que les prêtres traditionnels doivent aller à ce sens pour que les dates soient communiquées plus tôt, que les gens se préparent, parce que vraiment, nous n'avons rien, mais le site, c'est un site touristique que nous devons valoriser avec les 41 divinités, avec cette richesse naturelle et culturelle que nous avons. Nous sommes fiers d'être fils et filles de cette ville. Docteur Gagnon, vous avez écouté, hein? Oui, avec c'est bien mielleux, hein? Non, moi je continue de le dire. Aného a fait, la commune a fait beaucoup de bonnes choses. Et nous, à un moment donné, même nous voudrions même nous inspirer de ce qu'il faut. Mais il faut rappeler quelque chose. Et tout cela a une histoire. Parce que la commune, au moins, Aného avait déjà une délégation spéciale. Notre commune a été créée. C'est ça. Voilà, donc, en réalité, la a été créée aussi. Non, oui, je suis d'accord avec vous. La commune d'Aného existait déjà. La délégation spéciale. Donc, ils ont quand même une depuis 300 ans, ils ont déjà érigé en commune. C'est pour cela qu'aujourd'hui, s'il faut évaluer les communes, il faut d'abord tenir compte de ces réalités. Tout à fait. Il y a des communes qui avaient déjà des vestiges qui étaient là et on a bâti là-dessus rapidement. Donc, chez nous, on venait d'être créé. Il n'y avait pas de locaux pour vous. On n'avait pas de locaux. Donc, on a été créé, on a pris le train. Un seul bâtiment. Ce n'est pas grave. Mais il y avait une pratique, il y avait une histoire, il y avait un esprit
de la chose qui existait déjà. C'est ça qui fait que les choses peuvent prendre rapidement. Par exemple, au niveau de la commune Lac 3, la prise effective des réalités, la prise en compte effective des réalités a été difficile. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, il faut s'installer. Maintenant, après s'être installé, il faut maintenant commencer par asseoir l'administration communale. Tout à fait. Donc, le temps même d'asseoir donc créer même les services. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas créé autant de services. On n'a que l'état civil qui est véritablement fonctionnel. On n'a pas d'autres services techniques qui existent. Pourquoi? Parce que on vient d'être mis sur les rails. Donc, cela va déteindre sur les résultats que nous avons. Puisque, ajouter à ça les démêlés politiques, l'incohérence, les crises au niveau du conseil municipal, tout ceci a été un rouleau compresseur qui n'a pas aidé à véritablement faire face aux besoins ou alors aux attentes conséquentes des populations. Mais il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. On a fait quand même beaucoup de choses au niveau de l'Acte 3. Le premier défi, moi je l'ai toujours dit, c'était d'abord le défi de mettre en place même l'administration communale. C'était un premier défi qui était prioritaire. L'appareil communal, avec l'état civil, avec les services, devait être mis en place. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a su même jusqu'à créer même une annexe. Donc tout ça là, c'était prioritaire pour pouvoir finalement commencer par véritablement faire face aux besoins. Nous n'avons pas de fichier du contribuable. Donc il fallait finir par avoir le fichier du contribuable pour pouvoir savoir véritablement qui peut contribuer pour le développement de la commune, etc. Donc ce travail-là a été un travail de longue haleine pour pouvoir finir par avoir un fichier du contribuable. Finir même par avoir un PDC, c'est un problème, puisque asseoir la commune, maintenant élaborer, et finir par avoir... Donc c'est maintenant qu'on est en train de faire notre PDC. Vous voyez un peu que c'est un travail pas facile. Et je suis sûr que les mêmes réalités, les mêmes difficultés que nous on a eu au niveau de notre commune, sur que toutes les communes qui ont été créées ont certainement également rencontré les mêmes réalités. Vous voyez, en dehors de ça, oui, on a quand même eu des projets que nous avons réalisés. Vous voyez, par exemple, à Boudrafort et beaucoup plus même avec Anéron, l'érosion côtière qui est une réalité existe factuelle au niveau donc de la côte. Et donc déjà au niveau de la gestion de la plage, comment assainir la plage, c'est pour cela que la mairie a tout fait pour pouvoir, par exemple, avoir des projets liés donc aux latrines, pour pouvoir aider les populations avec ces latrines. Donc les latrines au niveau de Pémé, les latrines au niveau de Goukopé, les latrines au niveau, donc tous les villages qui sont littoraux au niveau de la mer, on a dû donc faire ce travail-là. Donc par rapport à l'assainissement, par rapport au marché, oui, avec le fonds FACT, on a commencé par travailler un peu au sujet du marché de Novici, ce qui n'était pas évident. Vous savez, il y a des choses qu'on ne serait pas fier de dire, parce qu'il y a eu trop d'écueils. Par exemple, par rapport à ce marché, on a quand même eu à faire venir des gens qui pouvaient nous aider par rapport à la construction du marché. Mais, du égard à des difficultés internes, à des incompréhensions, à des critiques, des critiques qui n'avaient pas leur place, les projets qui devaient avancer n'ont pas pu avancer. Au niveau de la commune, les infrastructures sanitaires, on avait fait venir des projets où on pouvait aider avec ces projets-là pour faire de grandes choses. Mais les incompréhensions au niveau du conseil n'ont pas aidé à accueillir ces projets-là. Donc, je crois quand même que, comme on a su le dire, c'était une expérience de démarrage, mais la commune a également aujourd'hui une dimension qui lui permet de faire face à ces défis, de prendre en compte ces réalités. Au niveau des chefs de village, il fallait également à un moment donné asseoir une certaine cohésion pour pouvoir aider que ces chefs de village... Là aussi, le rapport n'est pas évident. La collaboration n'est pas évidente. Pas du tout. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que les chefs de village aussi ont leurs difficultés, ils ont également leurs intérêts, ils ont également quelquefois leurs priorités. Donc, les faire concorder n'est pas aussi tout souvent évident. Donc, je crois que au titre donc, des résultats, fièrement, je ne sais pas, par rapport à notre commune, il y a beaucoup d'écueils. C'est ça. Il y a beaucoup d'écueils. Et sans vous mentir, pour notre commune, les populations
ne sont pas souvent d'accord avec nous. Parce que c'est vrai que les populations veulent également du résultat, mais que la commune n'est pas encore arrivée à être en phase avec ces attentes-là, de les prendre en charge aussi rapidement. Mais il faut quand même dire que c'est ici où nous avons souvent demandé la patience. Nous avons sollicité la patience des populations pour dire que pour les nouvelles communes, surtout qui ont été créées, par exemple, la commune de Golfe 1. La commune de Golfe 1, c'est une commune, je donne un exemple, c'est une commune qui existait déjà. Donc il y avait déjà au moins une pratique, des structures qui étaient là. Mais pour des nouveaux conseillers, où on n'avait pas de structure, où il fallait maintenant mettre les choses en place, c'était un réel défi. Tout à fait. C'était un réel défi. Mais je crois que cette nouvelle mandature ouvre la voie à pouvoir maintenant capitaliser sur les expériences passées pour pouvoir accélérer un certain nombre de choses. Et je crois que c'est vrai, la commune Lac 3 est la commune d'espoir même de la préfecture des Lacs. Parce que c'est la grande commune en termes de superficie, en termes de densité de population. C'est également une commune qui, en termes d'infrastructure également, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que pour nous qui avons fait l'expérience malheureuse du démarrage, nous avons aujourd'hui les acquis, les compétences et les expériences appropriées pour pouvoir dire que nous pouvons maintenant relever un certain nombre de défis pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Alors, ça fait une belle transition. Dernier volet de discussion, justement, nous sommes à la veille des prochaines consultations municipales prévues pour le 17 juillet prochain. C'est pas encore la campagne, Jeff. Oui, c'est pas encore la campagne. Les listes sont définitives. Les listes sont publiées par la CENI, l'organe organisateur des élections. C'est pas encore la campagne. Le maire Alexis Akereburou est encore candidat, parce que quand vous voyez la liste qui est sortie, il n'y a plus rien à cacher. Donc, qui est à la population maintenant de juger ce qu'il a fait? Et si vous pensez qu'il peut continuer et changer le visage de la ville, je crois que c'est à vous de décider. Sinon, nous n'allons pas imposer quoi que ce soit, puisque une campagne, les gens ont commencé par comprendre qu'en fait, aujourd'hui, le rôle d'un conseil municipal, c'est vraiment un rôle de démocratie. Au départ, on n'avait pas compris. Mais il faut comprendre quelque chose aussi, que être conseiller, on ne vient pas s'enrichir. On ne vient pas s'enrichir. On est au service de la population. Donc, il ne faut pas penser qu'un conseiller a un salaire à la fin du mois, ainsi que les maires. Ils n'ont pas de salaire, ils ont une indemnité selon la taille de votre commune, selon le nombre de conseillers municipaux que vous avez. C'est public, hein? C'est public. Les indemnités des maires sont publiques. Ils sont connus, hein? Oui, ils sont connus. Quand vous prenez un, par exemple, c'est 210 000. Moi, mon indemnité, c'est 122 000. Voilà, c'est public. Rien n'a été caché par décret ou bien par arrêté. C'est bien défini selon la taille des communes. Comme je le disais, Maître Alexis, son indemnité c'est 210 000. Moi c'est 122 000. Bon, merci, c'est bon. Donc c'est pour dire que nous invitons les populations à juger ce qui est fait de part et d'autre. Et si vous pensez que ce travail peut continuer dans le temps avec votre complicité, avec votre appui, c'est à vous maintenant de jouer votre rôle. C'est ça. Docteur, oui, on ne change pas le qui gagne, c'est ça? Cette équipe a connu beaucoup de difficultés, mais je crois que les réalités n'ont pas été les mêmes. Et pour nous aujourd'hui, au niveau de l'Acte 3, vous savez, moi j'ai dit quelque chose, j'avais fait une expérience un peu tragique au niveau de l'Acte 3 parce que on avait quand même, on était fougueux, on a des compétences, on a des initiatives, mais on n'a pas été compris aussi. Parce que les gens ont vite fait de dire que Dr Gnagnon c'est un opposant, il est là, si jamais on le laisse faire quelque chose, proposer quelque chose, là il ne peut pas aller, on va dire que c'est lui qui a fait. C'est des choses comme ça qui ont fait qu'on a eu des opportunités qui ont été dilapidées. Mais aujourd'hui je crois que les gens vont comprendre, c'est les populations qui jugent. Et puis généralement quand ces genre de choses se passent, on pense que cela se passe de façon inaperçue. Mais les populations voient et ils savent qu'au moment venu, ils savent qui peut faire quelque chose et pourquoi il peut être celui-là qui peut faire quelque chose. Donc je crois que moi, je ne peux pas le cacher. Aujourd'hui, je suis le président du mouvement togolais pour la restauration. Je suis la tête de liste de ce mouvement au niveau de l'Acte 3. Ça veut dire que je suis candidat et c'est connu déjà, c'est affiché. La Cour suprême même vient de valider les listes. Donc c'est aux populations aujourd'hui de savoir qui peuvent justement les représenter valablement pour pouvoir relever autant de défis. La vision est claire,
pour la commune Lac 3, nous sommes en train de faire le PDC, ce n'est pas encore totalement validé. Le PDC, rapidement, pour la population, ça veut dire c'est le plan de développement communal. Le plan de la communale. Ce n'est pas encore totalement validé, mais nous avons également d'autres projets pour faire de la commune là une commune moderne, une commune au cœur même du tourisme au Togo. Et ça, c'est possible. Ok. Merci à vous, n'est-ce pas? Ce temps passant sur très rapidement, quel message? Oui, merci. Nous remercions les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci à la RTDS qui nous a donné cette opportunité. Je ne saurais dire merci également au gouvernement togolais pour cette démarche de pouvoir déclencher ce processus de la décentralisation. Je dis souvent que c'est un processus, c'est pas figé, et nous allons continuer dans cette dynamique. Je n'oublie pas de dire merci à tous les partenaires de la commune Lac 1, tous les cadres, et tous ceux qui pensent que l'exécutif ou le maire Alexis Akerebourou peut faire quelque chose. Je crois que c'est le moment. Nous disons merci également au département des élus qui est un grand partenaire de cette commune. La GIZ qui accompagne presque toutes les communes du Togo. Je dis merci à tous les partenaires. Et merci à Bolesou, qualifié, n'est-ce pas? Ah, Bolesou qui est qualifié pour la Coupe CAF. Le maire Alexis Akerebourou. Une première. Le maire Alexis Akerebourou, il était président de Bolesou avant d'être élu maire. Ça n'a rien à voir. Il est en train de faire 8 ans à la tête de Bolesou. En tant que président de Bolesou, je crois que la population a été contente la fois dernière et a accueilli même les joueurs au niveau du péage d'Anehov au Doubé. Donc je crois que c'est une joie pour cette population, une première. Et je crois aussi que l'exécutif ou bien le bureau exécutif de Bolesou a besoin de tout le monde. C'est cela. Merci Jeff pour ce temps passé en studio. Et docteur, je termine par vous. Hein. Oui, je peux que vous remercier aussi pour l'opportunité. Et je remercie également les téléspectatrices et les téléspectateurs pour l'attention qu'ils vont justement accorder à notre intervention. Et puis je dirais tout simplement aussi que le gouvernement togolais a beaucoup de responsabilités. Pour la viabilisation de ce processus, le développement doit toujours venir du local. Et si on arrive à le faire, on va voir que tout ce que nous avons par-ci par-là, les inondations, l'insalubrité par-ci par-là, les communes ont le devoir de prendre en charge ces défis-là et de les relever efficacement. Et je crois que nous avons cette difficulté, mais nous avons également les solutions. Les communes sont des solutions aujourd'hui. C'est vrai, elles sont nombreuses, mais on peut également oser mobiliser des moyens. Le gouvernement togolais peut avoir cette capacité de mobiliser autant de moyens aussi pour pouvoir soulager un tant soit peu ces communes. Pour le compte de la commune Lac 3, je dis, nous avons beaucoup de potentialités. Les gens nous envient positivement parce que nous avons beaucoup de potentialités. C'est une grande commune qui va jusqu'au niveau du péage. Nous avons beaucoup de potentialités et nous avons la foi que si on se met vraiment ensemble, on peut alors relever ces défis et on peut surtout faire de la commune Lac 3 une commune moderne, centrée sur le tourisme, mais aussi tout en mettant en valeur la côte et aussi l'élevage et tout le reste. Nous sommes une commune d'avenir et surtout nous avons été la première commune du Togo. C'est ça. Bien, merci à vous, Jeff Lawson. Et je rappelle que vous êtes le chef de cabinet du maire Lac 1, maître Alexis Akerebourou, docteur Jean-Daniel Gnagnon, vous êtes le deuxième vice-président, deuxième vice-adjoint du maire de Lac 3. C'est avec vous qu'on a tous ces questions. Peut-être que nous aurons d'autres mairies sur ce plateau pour faire le bilan de cette première mandature. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi ces échanges ici en studio. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.